L'invité de Smart Impact, c'est Aurélie Piette, économiste, auteure, conférencière. Elle est avec nous en visioconférence. Bonjour, vous publiez avec Marc Luix-Guizy 2 milliards de réenchanteurs aux éditions Actes Sud. Qui sont-ils ces réenchanteurs ? Alors juste avant de peut-être apporter quelques précisions avant de démarrer, surtout ce livre, je voulais dire qu'il est d'abord une intuition et le constat que nous avons pu faire d'une aspiration vraiment sur le terrain, une volonté de changement de modèle. Et tout ça s'est confirmé finalement par la suite à travers les différentes recherches, les différentes expériences de terrain, les différentes rencontres que nous avons pu avoir avec Marc, et puis sont vraiment le fruit d'un travail, de 20 ans de travail pour Marc, au sein notamment de 10 ans auprès de la cellule de prospective de la Commission européenne, et puis pour moi de 7 ans de recherche également sur ces sujets en tant qu'économiste indépendante. Voilà, c'est vraiment un nouveau modèle dont on va parler ensemble. Mais alors, je répète ma question parce que j'aime bien qu'on y réponde à mes questions. Qui sont-ils, ces réenchanteurs ? Ces réenchanteurs, j'allais dire que c'est vous, c'est moi, c'est surtout ceux qui ont cette aspiration justement à un nouveau modèle de société précisément, et qui œuvrent et qui y participent. Alors ils ont des profils qui peuvent être complètement différents. Il y en a qui peuvent être engagés fermement, j'allais dire, et volontairement à les manifester pour cette aspiration à quelque chose de différent. Mais vous allez rencontrer aussi des gens qui vont être peut-être moins visibles et qui dans leur jardin vont mettre en place des potagers qui vont essayer d'être le plus autonomes possible. Donc ils ont des profils totalement variés. Mais en tout cas, ce qu'ils ont de commun, c'est vraiment cette volonté, cette aspiration à un nouveau modèle de société qui est plus sage, plus sobre, plus éthique, plus respectueux du vivant. Oui, il y a une expression que vous utilisez que j'aime bien, vous parlez de révolution, de millions de révolutions tranquilles. Donc il y a deux aspects, il y a le côté collectif, chacun fait sa révolution, et puis le côté tranquille. Pourquoi vous employez ce terme ? Précisément pour ça, parce que finalement, c'est un mouvement de fond qui n'est peut-être pas visible pour l'ensemble de la population, et tranquille peut-être aussi parce que ça marque une avancée profonde, mais surtout voilà, parce qu'elle n'est peut-être pas aussi visible qu'on l'imagine. Oui, c'est un changement déjà à l'œuvre qui passe un peu sous les radars médiatiques ou politiques. Bon, ici, nous, on a un peu le sentiment de participer et de recevoir comme ça très régulièrement certains de ces réenchanteurs dont vous parlez. Est-ce que votre objectif, c'est aussi de les fédérer, ces actrices, ces acteurs du changement ? Oui, complètement. C'est vraiment un des objectifs, j'allais dire, prioritaires. Les raisons pour lesquelles on a écrit cet ouvrage, c'est vraiment de fédérer, de rassembler, presque de rendre hommage aussi à ces acteurs du changement, pour leur montrer qu'ils sont nombreux, que c'est une force colossale aujourd'hui et qui contribue et qui œuvre vraiment à ce changement. Vous êtes membre experte de la Convention des entreprises pour le climat. On a reçu chaque mois dans cette émission des représentantes d'entreprises qui participaient et qui participent toujours d'ailleurs à cette convention. Est-ce qu'il y a aussi le grand défi des entrepreneurs pour la planète ? Est-ce que vous vous sentez en harmonie ? Est-ce qu'ils jouent aussi ce rôle de fédération, de partage de bonnes pratiques ? C'est une expression que j'entends souvent ici. Ouais, complètement. C'est assez troublant même de le vivre et de le partager, de l'expérimenter. C'est de voir et d'accompagner ces entrepreneurs dans le changement, ces chefs d'entreprise qui sont pour certains vraiment bouleversés quand effectivement on fait un constat, parce qu'on commence par un constat, un état des lieux de la situation environnementale dans laquelle on est, et puis de les voir en pleine prise de conscience et en train de se dire mais finalement comment on peut essayer, nous à notre échelle, de participer à ce changement, et puis après évidemment de leur apporter les clés, mais ça les dynamise plutôt, enfin ils ressortent, j'allais dire galvanisés, enfin très très presque dynamique, alors à la fois troublé par la situation, peut-être désespéré parfois, mais finalement en voyant tous les outils qui peuvent être mis en œuvre, et puis surtout des exemples inspirants aussi d'autres entreprises qui l'ont fait, pour lesquelles ça fonctionne, eh bien il y a une vraie dynamique de fond en tout cas qui est enclenchée à travers le CEC, Oui, effectivement. Et qui se développe bien aussi. Oui, on est d'accord. Et votre livre, on peut dire que c'est aussi un guide pratique. Justement, est-ce que vous avez des exemples en tête, des conseils que vous pouvez partager maintenant avec nos téléspectateurs ?
Alors, des conseils, alors qu'on soit, j'allais dire, citoyen, ou qu'on soit entreprise, ou qu'on fasse partie d'une collectivité locale, alors oui, c'est un guide pratique, on va trouver des actions qui vont être menées, mais alors je pense là, ce qui me vient en tête, c'est la ville de Wuhan qui met en place précisément un traitement des eaux usées à partir justement d'un principe d'écosystème vivant, donc avec tout un système de plantes racinaires et d'étendues d'eau qui vont filtrer naturellement finalement ces eaux usées. Donc c'est l'inspiration qui me vient. Mais après, plus concrètement pour les entreprises, ça va être de mettre en place un modèle qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Je pense à une entreprise qui s'appelle MCB, qui faisait des décors de théâtre et qui, j'allais dire, les jetait au fur et à mesure de plus être utilisés, et puis qui s'est mis à faire ce qu'on appelle plutôt un principe de location, à créer un module qui peut être réutilisé et allouer donc son matériel plutôt que de le vendre. Donc on est plutôt dans une approche concrètement pas autour du volume vendu, mais vraiment de l'usage qu'on va faire du produit. Donc voilà, il y a tout un tas d'exemples comme ça concrets et pratiques qui peuvent mettre en application. Puis après, pour les citoyens, ça c'est des engagements, c'est les sensibiliser, c'est soit en parler déjà autour d'eux, mais c'est aussi s'engager, oui, au quotidien, à être plus autonome, à acheter de façon plus qualitative aussi. C'est avoir une démarche, utiliser les transports publics. Donc toutes ces initiatives, j'allais dire, sont bonnes. Et vont dans le bon sens. Oui, dans votre livre, vous faites aussi appel pour la démonstration à la tectonique des plaques. Vous dites que ça explique notamment la période de malaise ou de doute que l'on est en train de vivre. Expliquez-nous ça. Oui, c'est vraiment aussi le message à faire passer peut-être aujourd'hui, c'est ça, c'est le sentiment qu'on peut avoir, ce malaise qu'on peut avoir aujourd'hui, finalement s'explique par le fait qu'on soit précisément entre deux mondes, un ancien monde qui atteint ses limites aujourd'hui, qui est en train de mourir, et puis un nouveau monde qui est en train d'émerger avec de nouvelles valeurs, avec une nouvelle vision. Et effectivement, prendre cette image de ces deux plaques tectoniques qui sont en train de se chevaucher, de s'entrechoquer, et évidemment dans l'espoir que cette nouvelle plaque tectonique, basée, j'allais dire, sur des valeurs plus de sobriété, comme on l'a évoqué, de respect du vivant, de bienveillance, évidemment, prenne le dessus sur cette ancienne plaque tectonique et ce vieux monde avec voilà, ces valeurs de puissance, de pouvoir, d'argent, de performance qui petit à petit, effectivement, s'éteindra. Et puisque vous parlez de performance, il y a la question de la prise en compte de tout ce qui est du bilan extra-financier, on peut dire ça comme ça. Là aussi, c'est un défi de ce nouveau monde dont on parle, c'est-à-dire intégrer ces notions à un bilan comptable d'une entreprise, leur donner toute leur place. Alors oui, à l'échelle de l'entreprise, et j'allais dire à plus grande échelle, ça serait vraiment de passer effectivement à un indicateur plus qualitatif. Aujourd'hui, ce qui j'allais dire, notre phare, notre finalité première, c'est la croissance, c'est augmenter le PIB, et c'est un indicateur quantitatif. Et je pense que ça serait un marqueur fort au niveau déjà des gouvernements de passer ou de basculer sur des indicateurs qualitatifs, et évidemment de façon à ce que ça puisse aussi s'étendre aux entreprises, mais elles s'y engagent déjà au quotidien. Et de plus en plus, ces marqueurs et ces indicateurs qualitatifs de la qualité de l'eau, de l'air, de la terre, du bien-être ou des salariés ou du bien-être de la population se développe de plus en plus, mais ça serait effectivement, en tout cas au niveau des gouvernements, un engagement fort vers lequel on pourrait aller peut-être facilement. En tout cas facilement, je ne sais pas, mais engageant. Vous nous parliez de cette période de friction en quelque sorte, en espérant que le nouveau modèle puisse s'imposer. Sauf que le fait d'abandonner l'ancien modèle, ça a aussi des conséquences sociales, des conséquences en termes d'emploi. Il y a de nouveaux métiers qui s'inventent. Comment on passe cette période compliquée ?
C'est une bonne question. On la passe. Je crois que ça aide effectivement, et l'ouvrage peut un peu y aider humblement. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, prendre du recul. Prendre du recul permet peut-être de nous prendre conscience qu'on est entre deux et que c'est une phase, une étape difficile, mais qui va aller vers quelque chose de plus sage, de plus mature et de plus facile, mais que ça nécessite effectivement des changements, des transformations qui peuvent ne pas être évidentes à vivre au quotidien. Merci beaucoup Aurélie Piette. Votre livre 2 milliards de réenchanteurs est donc publié aux éditions Actes Sud. On passe tout de suite à notre débat, le débat de ce Smart Impact, le recyclage des batteries au programme.